Vous voyez sur cette photo que je suis encore assez jeune, je ne sais pas si vous m'auriez reconnu, et puis Clodo n'est déjà plus très jeune. Alors, il faut que je vous dise à peu près comment ça s'est passé. C'est-à-dire que je suis arrivé à Dijon donc en 1966, et j'arrivais dans une station de télévision qui venait d'être créée simplement depuis 1 an, dont le directeur était Pascal Copeau. Et je faisais un stage à la télévision et je venais d'Aix-en-Provence. Copeau voulait surtout me faire corriger mon accent provençal. Et en plus, comme je me suis un peu intéressé au théâtre et à la peinture, etc., que je m'y intéressais déjà un peu auparavant, il m'a chargé pour le journal télévisé de faire quelques documents plutôt culturels. Et je vous ai mis cette photo-là. Parce que justement, il y a plusieurs élèves là d'André Clodo, et moi j'étais chargé d'aller au vernissage. Donc on faisait des petits sujets de 2-3 minutes, et on me disait toujours, souvent, moi je suis l'élève d'André Clodo. André Clodo, moi je n'en avais jamais entendu parler, je ne savais même pas qu'il habitait à Dijon, je ne savais pas qui c'était. Et là, c'est Louis Gérier, que les Bourguignons connaissent bien, qui était écrivain, poète, journaliste aussi à la radio et à la télévision, qui me dit un jour, mais on parle comme ça d'André Clodo. Je lui dis, mais qui c'est André Clodo? Ben, il me dit, mais attends, il habite à Dijon, il a son atelier rue Musette, et il faut absolument que tu ailles le connaître, toi qui t'intéresses justement à la peinture. Alors, il m'avait quand même donné une précision, il m'avait dit, attention, il n'aime pas les journalistes, alors tu y vas doucement, mais il peut être un peu brutal, mais ne t'inquiète pas, c'est un homme extraordinaire, il faut absolument que tu ailles voir André Clodo. Alors je suis allé, là, voilà, à l'atelier de la rue Musette que j'ai découvert, donc on vient d'en parler. C'est un choc quand vous arriviez dans l'atelier d'André Clodo. Alors là, ce jour-là, je ne sais pas si c'est parce qu'il s'est dit, voilà, un jeune garçon, je vais pouvoir l'impressionner un petit peu. En tout cas, il m'a montré plusieurs de ses tableaux, qui étaient recouverts d'ailleurs le long des parois. Et alors il me montrait tout ça, il me parlait, ça a pris beaucoup de temps, et je me suis dit, mais je ne peux pas faire un reportage de 2 minutes sur un personnage de cette importance, c'est pas possible. D'autant plus que dans le journal télévisé, on avait 2-3 minutes, donc c'était ridicule. Alors j'ai proposé de faire un sujet de 13 minutes, mais là, il n'y avait que la station de Lyon, dont dépendait Dijon, qui pouvait l'accepter. Alors on a fait la demande à Lyon pour un sujet donc de 13 minutes, et puis on n'a jamais eu de réponse. J'envoyais des articles à une revue artistique italienne qui s'appelle La Sonda, dont le directeur était Antonio Bevilacqua. Donc j'envoie quelques photos à Antonio Bevilacqua pour lui dire, ben voilà, j'ai un peintre à Dijon j'aimerais faire un article sur lui. Et quand le directeur a vu ces photos, il m'a dit, ah mais moi j'arrive tout de suite à Dijon, là c'est un personnage important. Donc voilà monsieur Antonio Bevilacqua qui arrive et qui dit, ben moi-même je vais faire l'article. Et à ce moment-là, il me propose de faire une exposition d'André Clodo à Spoleto, le festival de Spoleto qui existe toujours, il en est à sa 45e ou 5e édition, je ne sais plus, à Spoleto. Donc me voilà parti à Spoleto avec à peu près 5 des œuvres de 5 artistes dans ma voiture, Clodo, Michel Elia, Michel Porteron, Serge Fiorio, Edgar Mélic. Et là, ça s'est très très bien passé à Spoleto, il y avait une galerie qui avait été réservée spécialement pour nous, et puis beaucoup d'Italiens qui ne connaissaient absolument pas ces artistes voulaient acheter des œuvres, je n'ai pas pu les vendre, parce que j'avais été, disons, comment on peut dire, rançonné par des douaniers véreux à Nice, qui m'avaient obligé à passer par les Beaux-Arts, et moi je ne pouvais rien vendre. Et justement, j'ai tout ramené. Ils voulaient que je leur donne des œuvres, les douaniers. Alors je leur ai dit, non, je ne peux pas, ils ne m'appartiennent pas. Enfin, c'est un peu... Ils ne sont pas tous comme ça, hein, quand les douaniers, je ne peux pas. Enfin, il y a quelques véreux. Alors ensuite, à Spoleto, ça s'est très bien passé, et j'avais en même temps invité Clodo, on en a parlé, il n'avait pas beaucoup de moyens, et dès qu'on lui parlait de quelque chose, il disait, ah oui, mais moi j'y vais tout de suite, donc je lui ai dit, moi je passe mes vacances, disons que je suis provençal, je passe mes vacances en Provence, il m'a dit, mais je vais te voir tout de suite. Donc je l'ai invité, et là il arrive à Manosque, où j'habitais près de Jean-Giono,
Et tout de suite, il m'a proposé de faire mon portrait. Alors vous voyez, il a fait mon portrait quand j'étais tout jeune. Il me dit, ben, tu te poses là et je fais ton portrait. Bon, je n'avais pas à discuter. Et j'ai toujours ce portrait, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Alors ensuite, je l'ai invité dans un village, un tout petit village à Saint-Vincent-sur-Javron. Là, il est chez ma mère, où il reste pendant, c'est une maison familiale, il reste à peu près 1 mois ou 2, et il a surtout là peint des aquarelles. Voilà, ce sont ses aquarelles, une de ses aquarelles. Alors moi, je ne suis pas resté, non c'est bon, je ne suis pas resté à Dijon. L'année suivante, je suis parti travailler d'abord à Paris en 1968, à la télévision, mais enfin j'étais plus souvent dans la rue et dans les manifestations qu'au bureau. Et ensuite, je suis parti au Niger, parce que je ne voulais pas faire mon service militaire, j'étais un peu antimilitariste, un peu comme Clodo. Donc j'ai pu trouver un travail au ministère de la Coopération, et on m'a envoyé tout de suite à Niamey pour la télévision scolaire. Alors là, on me voit un petit peu travailler à la télévision scolaire. Là, tout de suite, André Clodo m'a dit « Ah, mais moi, j'y vais à Niamey. » Alors, je connaissais un peu l'état de santé de Suzanne. Je lui ai dit « Oui, mais tu sais, là, c'est pour se faire soigner s'il y a un problème, etc. » Bon. Alors, on a quand même correspondu tout le temps, mais ça a pris plusieurs années, parce qu'après le Niger, je suis allé en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, je suis allé au Liban. Et chaque fois, Clodo me proposait de venir. Voilà, donc je retourne en France en 1976, je travaille à la télévision France 3, et là je me dis, ben, peut-être que maintenant je vais avoir la possibilité de faire ce fameux document audiovisuel que je voulais absolument faire sur André Clodo, parce que je voulais qu'on laisse une trace, non seulement de son œuvre, elle est restée forcément dans les musées, partout, mais aussi de ce qu'il disait et de son analyse et du personnage qui m'avait beaucoup impressionné et qui m'impressionnait tout le temps. Alors à ce moment-là, je lui dis, ben, écoute, je crois qu'on a peut-être une possibilité à la télé, j'ai proposé un 52 minutes cette fois, et puis même peut-être en 2 volets, un volet historique et un volet sur l'art. Et à ce moment-là, on va peut-être pouvoir réussir à le faire. Alors tout de suite, lui, il m'a envoyé, la première chose, il m'envoie la notice biographique du dictionnaire du monde ouvrier qui s'appelle Le Métron, qui est faite donc, par Jean Métron. Donc là, vous avez, si vous allez dans le dictionnaire actuellement, la biographie d'André Clodo, qui avait été faite à l'époque par Jean Métron et qui a été revue et enrichie par donc Rachel. Donc là, Jean Métron, tout de suite, je ne savais même pas moi qui était Jean Métron non plus. Hein. Donc il était professeur à la Sorbonne, historien, je le contacte, il habitait à Pouilly-sur-Loire, et il me dit « Oh mais pas de problème, moi ça m'intéresserait bien de rencontrer André Clodo, et on se donne rendez-vous à Dijon pour le tournage. » Alors pour le tournage, voilà, donc on tourne à Dijon, et bien sûr la télévision n'a pas retenu le projet, comme d'habitude. Alors j'ai décidé de le financer moi-même. Mais je n'avais pas les moyens, bien sûr, d'une production nationale. Donc j'ai dit, ben, on va tourner une journée à Dijon, et ensuite, ben, on verra. Alors donc, je suis venu avec une équipe de professionnels, et on a tourné là pendant 2 heures. Alors, Jean Métron, c'était la première fois qu'il a rencontré André Clodo. C'était intéressant, c'était la confrontation entre un historien et un artiste. C'est-à-dire, entre la mémoire de l'artiste et la rigueur de l'historien, il y avait comme un hiatus. Mais tout de suite, Jean Métron s'est adapté. Il faut dire que le pauvre Jean Métron, comme on a mis pas mal de temps à installer la lumière, les moyens, etc., ça a pris un peu de temps, on a commencé à tourner à la tombée de la nuit. Et Jean Métron commençait à se fatiguer. Mais André Clodo, c'est là qu'il commençait à se réveiller. Et alors, il avait une verve absolument extraordinaire, tant et si bien que Jean Métron lui-même était étonné par la vitalité d'André Clodo, et moi j'y tenais absolument, parce que je me disais, il faut absolument tourner maintenant, parce que peut-être que plus tard, ce sera trop tard. Alors, donc on termine ce film qui s'appelait Écoutez Clodo. Jean Métron m'a beaucoup aidé, parce que André Clodo citait des personnages que je ne connaissais pas, aussi bien dans le domaine artistique que dans le domaine historique. Et on a présenté donc le film en avant-première à la MJC, à la Maison de la Jeunesse et de la Culture donc de Chenôme. Chenôme, je le prononce bien, la bourguignonne, je l'ai vu. Parce qu'il faut... Ah oui, voilà, c'est ça, c'est très difficile, hein. Il faut apprendre. Même après un an à Dijon, j'ai encore du mal.
Et alors, donc là, c'est en 1978. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'année 1978, c'est une année d'élection législative. La gauche était bien placée dans les sondages, et les responsables de la télévision, qui, comme vous le savez, étaient sous l'emprise du pouvoir de droite, se sont dit peut-être que si la gauche gagne, il faudrait peut-être qu'on commence à se placer un petit peu, donc on va accepter quelques projets comme ça. Et ils se disent, bon, on va peut-être passer ce film, mais aux élections législatives, la gauche a été battue, la droite est revenue, et alors un des producteurs de la télévision me dit, attendez, ce film, il l'a visionné, et il m'a dit, mais c'est un film de propagande anarcho-communiste. Donc il n'est pas question de passer ce film à la télévision, d'ailleurs, il n'est jamais passé à la télévision. Alors, ce film, bon, il a eu quand même une petite carrière, si on peut dire. Il est allé au premier festival du cinéma du réel à Paris, au Centre Pompidou. On l'a envoyé au monde ouvrier à Perpignan, en Italie, au festival des Popoli à Leipzig, notre festival qui existe toujours aussi. Et puis dans bien d'autres festivals, à Lille, à Grenoble, etc. Et on l'a passé dans plusieurs cinémas avec débat après, enfin sur le sujet. Devant l'échec que j'ai eu à la télévision, puisque moi, mon idée, c'était que Clodo méritait une notoriété nationale, voire internationale. Et pas seulement, si vous voulez, je trouvais qu'il n'est pas assez connu. D'ailleurs, moi, je ne le connaissais pas, mais je voyais que... Alors, du coup, je me suis dit, il faut absolument qu'on organise quelque chose, et dans la région parisienne, on pouvait éventuellement, je lui dis à Clodo, on pourrait faire une exposition rétrospective. Il me dit, très bonne idée. Alors, où on l'a fait? Il me dit, où tu veux. Et moi, comme j'habitais dans la région parisienne, je lui ai dit, peut-être dans la région parisienne, je peux trouver un endroit. Alors, il me dit, ah mais oui, mais moi, s'il y a un article auquel je tiens dans la presse nationale, c'est que je veux un article dans l'Humanité. Bon. Je veux un grand article dans l'Humanité. J'ai dit, alors si on le fait à Paris, peut-être qu'on aura plus de chance. Alors je suis tout de suite allé voir le musée de la ville de Saint-Denis. Comme vous savez, la ville de Saint-Denis, à l'époque, était une municipalité communiste. Et les communistes me disent, non, on n'a pas la place, on ne peut pas, plus tard, enfin on ne sait pas. Il y avait la rivalité communiste-socialiste. Donc je suis allé voir la municipalité socialiste de Pavillon-sous-Bois. Et tout de suite à Pavillon-sous-Bois, ils m'ont dit, ah oui, oui, formidable, oui, mais pourquoi pas, on va accepter André Clodo. Et là, ils ont mis 2 galeries à la disposition d'André Clodo. André Clodo a choisi ses heures, donc une 60aine d'heures, et il est venu donc à Noisy-le-Grand, où j'habitais, avec Suzanne, pour préparer l'exposition. Alors là, André Clodo, c'est ce que je disais tout à l'heure à certains collègues, il voulait absolument assister à l'accrochage. Il avait choisi lui-même ses œuvres, il voulait les accrocher lui-même. Il y avait là, dans la région parisienne, 2 élèves d'André Clodo, Henriette Adrien-Sens et Maurice Chapuis. Et eux se sont proposés pour venir l'aider. C'est eux qui ont fait l'accrochage, mais lui a tout dirigé. Alors, donc, c'est cette première rétrospective d'André Clodo à 86 ans. Il y a eu des articles dans plusieurs journaux nationaux. Alors, on passe à la prochaine. Voilà quelques personnes qui regardent l'expo. Et puis, on va passer encore à la prochaine. On reconnaît l'autoportrait, je me permets. Ah oui. Pour l'exposition au musée des Beaux-Arts. Alors, là, je voudrais parler aussi de Jean Marcenac, parce que Jean Marcenac, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un poète qui était un ami de Louis Aragon, un responsable de la résistance dans le sud-ouest, et qui écrivait de nombreux articles dans l'Humanité. Il a publié énormément de livres, et j'avais fait un entretien, enfin j'avais fait des choses avec Jean Marcenac. Je parle à Jean Marcenac d'André Clodo, et Jean Marcenac, qui était plutôt du côté surréaliste, vient à Dijon, rencontre André Clodo. Il est fasciné par ce qu'il voit chez André Clodo, et il me dit, écoute, je vais écrire la préface du catalogue, et en même temps, j'espérais, moi, que son article allait servir pour être publié dans l'Humanité. Parce que c'était le vœu d'André Clodo, tous les autres journaux ne l'intéressaient pas. Alors, il me dit, Jean Marcenac termine justement par une phrase un peu prémonitoire, « Notre époque l'a mal entendu, demain l'attend et l'entendra ». D'ailleurs, ça se prouve aujourd'hui avec la belle exposition que vous avez à côté. Alors, donc, Jean Marcenac, là vous le voyez avec André Clodo, Jean Marcenac, il est là de dos. Alors, on passe encore à la prochaine. Voilà.
Donc l'exposition marche bien, oui, il y a énormément de monde qui sont venus voir cette exposition aussi. André Clodo signait les catalogues, voilà, et puis on le voit avec Chapuis et puis Adrien Sens. Et puis, malheureusement, l'année suivante, c'est le décès de Suzanne Clodo. Alors bon, Suzanne Clodo, je n'ai pas besoin de vous en parler, tout le monde la connaît. C'est grâce à elle aussi que André Clodo a pu travailler. On avait beaucoup d'affection pour Suzanne Clodo. Suzanne Clodo, malheureusement, décède dans des conditions très difficiles. Son corps est transporté au Père-Lachaise, puisqu'il n'y avait pas de crématorium dans la région. Quand j'arrive, moi, au Père-Lachaise, j'étais le seul représentant. On m'a pris pour quelqu'un de la famille. J'ai dit non, moi je suis venu parce que je pensais qu'il y avait eu un peu de monde, il n'y avait personne. Et ensuite, son urne est reparti à Dijon avec le chauffeur du corbillard, malheureusement. Alors là, Clodo perdait bien sûr son appui essentiel. Et il se retrouve seul, en difficulté, et on a dit il faut absolument qu'on l'aide d'une façon ou d'une autre. Donc l'idée c'était de créer une association des amis de Suzanne et André Clodo. Bon, je ne voulais pas qu'elle soit ailleurs qu'à Dijon, donc on a fait quelques réunions à Dijon. Le docteur Chesbeuf en a pris la direction, la présidence plutôt, et puis Nicole Lamal donc l'avait mis chez elle, c'est-à-dire que l'adresse de l'association était chez elle. Donc avec cette association, on a essayé un petit peu d'aider André Clodo, mais André Clodo est tombé malade. Il s'est retrouvé dans ce qu'on appelle un EHPAD aujourd'hui, une maison de retraite, je ne sais pas, où il était très très mal. Il voulait même se jeter par la fenêtre. Et heureusement que la famille Kondratov est arrivée à son secours et l'a hébergé. Alors, quand il est arrivé à l'œillet, il était déjà fatigué, assez âgé, et il a approché les 90 ans. Mais du coup, très bien installé là-bas, il a repris ses pinceaux, il est reparti peindre sur la nature, et il a même pris une nouvelle élève, Madame Kondratov, il a commencé à la faire peindre. Et chaque fois, je dois dire que quand je partais, puisque je suis provençal, de Paris en Provence, j'en passais par Dijon pour voir André Clodo, et là je passais justement à l'œillet, et chaque fois il me disait son contentement d'être chez la famille Kondratov. Le but aussi de l'association, c'était de faire une grande rétrospective à Dijon, un peu sur le modèle de ce qui avait été fait à Pavillon-sous-Bois. Il y en avait eu d'autres, il y a eu quelques rétrospectives, mais on voulait qu'elles soient à Dijon. On voulait qu'on soit dans le Palais des Ducs. Donc, on contacte la mairie, monsieur Poujade, qui est tout à fait d'accord. Et à ce moment-là, je me dis, c'est dommage quand même d'avoir que l'aspect historique d'André Clodo, il faudrait quand même un peu l'aspect pictural. Donc, on devait le faire avec Max-Paul Fouché, qui avait accepté de venir interroger Clodo sur sa peinture. Max-Paul Fouché était un poète, critique d'art très connu à la télévision. Malheureusement, moi, j'avais plus les moyens de payer des tournages. Donc, en plus, Max-Paul Fouché est décédé en 1980. Donc, en 1980, je me dis, on va faire un entretien avec André Clodo, simplement, il va raconter son itinéraire de peintre. Et à ce moment-là, moi, je l'ai mis avec des images fixes, parce que j'aimais pas trop au cinéma, quand on se balade, vous savez, sur les tableaux, là, qu'on montre des détails. Bon, je préférais qu'on ait l'œuvre telle qu'on la voit dans un musée, fixe. Donc j'ai fait un diaporama d'à peu près une petite heure, une heure je crois. Robert Poujade, le maire de Dijon, accepte d'installer l'exposition de Clodo dans la salle de Flore, dans l'hôtel de ville. Robert Poujade, Clodo ne peut pas venir parce qu'il est malade, il ne peut pas se déplacer. Et Robert Poujade fait un discours absolument exceptionnel, que j'ai trouvé vraiment exceptionnel, pour rendre hommage à André Clodo, sur sa famille, sur sa peinture. Et comme vous le savez, c'était un homme de culture, Robert Poujade. Donc j'ai enregistré ce qu'il a dit, et je l'ai fait écouter à Clodo, qui en avait les larmes aux yeux quand il a écouté le discours de Robert Poujade. C'est moi qui avais préparé cette fois le catalogue, et j'avais mis, il faut qu'André Clodo trouve sa vraie place à côté de celles et ceux qui ont marqué la vie artistique de leur époque, c'est-à-dire que je voulais
que ça dépasse toujours, disons, le simple cadre national. Et là, vous voyez qu'il y a aussi une peinture, alors comme violoncelle, on parlait ce matin, la des luthiers. Donc là, c'est Maurice Chapuis, oui, c'est lui qui est violoncelliste dans l'orchestre de Radio France. Et puis, malheureusement, en juin 1982, André Clodo décède. Mais j'avais fait une promesse à André Clodo, c'était d'aller en Chine sur les traces, pour retrouver ces traces à Pékin et à Hangzhou. Malheureusement, et lui montrer ensuite les photos. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire, mais c'était l'année où j'avais programmé le voyage. Je suis quand même allé en Chine. J'ai trouvé l'atelier des Beaux-Arts dans lequel Clodo avait enseigné avec ses élèves. Ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement, vous voyez dans ce qu'on parlait tout à l'heure des trucs académiques, c'était tout à fait académique dans ce lieu. Alors ce lieu, d'après les renseignements que je viens d'avoir, comme il était très proche de la place Tiananmen et que tout ce quartier a été transformé, je pense qu'il n'existe plus. Et ensuite, je suis allé à Hangzhou. Alors là, c'est un lieu superbe. Je pense que Clodo l'a beaucoup aimé, mais malheureusement, je n'ai rien retrouvé à Hangzhou de traces de Clodo et les gens qui n'étaient pas capables de me renseigner sur où se trouvaient voilà. Et puis, voilà, 2021, c'est quand même là le grand honneur de Clodo. Là, je dois remercier à la fois les conservatrices Jessica et Rachel, parce que là, moi, je pense que là, on a une vraie reconnaissance. C'est-à-dire que à la fois de la ville de Dijon, bien sûr, et puis surtout sur le plan international. Maintenant, je pense que Clodo a trouvé sa place, et j'espère qu'il y aura maintenant encore d'autres personnes. On va retrouver encore certainement des documents sur André Clodo. Il en existe encore beaucoup, un peu dispersés, mais je pense que voilà. Donc, merci de m'avoir accordé ces quelques minutes.